Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. Un accord politique provisoire vient d'être conclu entre le Parlement européen et le Conseil de l'Europe sur un règlement de l'Union européenne relatif aux chaînes d'approvisionnement zéro déforestation. Une fois adoptée et appliquée, la nouvelle législation garantira que certains biens commercialisés et consommés sur le marché de l'Union européenne ne contribueront plus à la déforestation et à la dégradation des forêts en Europe ni ailleurs dans le monde. Parmi les produits consignés figure le cacao. La Côte d'Ivoire produit en moyenne 2,2 millions de tonnes de cacao par an, soit environ 44% de la production mondiale. Ce secteur représente 40% du PIB agricole, 40% des exportations et assure directement ou indirectement les ressources de subsistance à près de 6 millions de personnes sur le territoire national. Bien que salué comme un grand pas vers la durabilité, ce règlement de l'Union européenne inquiète les producteurs de cacao. Quel sera l'impact économique et environnemental de cette décision? Le cacao ivoirien est-il conforme aux nouvelles règles imposées par l'Union européenne? La Côte d'Ivoire doit-elle craindre un embargo, déforestation? À qui la faute et qui doit payer? C'est le sujet de ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'être entouré de 4 experts. Monsieur Soro Penatirgué, président de l'Association nationale des coopératives Anakasi et président du Comité national des producteurs de cacao pour la défense du DRD, le différentiel de revenus décents. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir madame. À vos côtés, monsieur Cédric Lombardo, expert en développement durable, directeur développement durable du groupe Eranov. Bonsoir et merci d'être présent. Bonsoir, merci pour votre invitation. Monsieur Lanciné Bakayoko, journaliste, chef du service économique à la RTI 1. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Fatim Djedjet. Monsieur Doumbia Mamadou, professeur titulaire en sciences agronomiques et ingénierie biologique à l'UFR Sciences de la Nature, Université Nangui à Brogoua. Bonsoir et merci d'être parmi nous. Bonsoir pour cette invitation. Messieurs, on va d'abord commencer par faire l'état des lieux de la filière cacao pour bien comprendre les enjeux sociaux et économiques de ce secteur. Déjà, pouvez-vous, monsieur Soro, nous présenter le secteur du cacao? Qui sont les principaux acteurs qui interviennent tout au long de la chaîne? Merci beaucoup, madame. Je pense que dans votre introduction, vous avez situé les différentes données, les chiffres qui concernent cette activité majeure et importante pour la Côte d'Ivoire. Et pour ce qui est de l'ensemble des acteurs, il faut noter que le premier maillon de cette filière importante pour la Côte d'Ivoire, c'est d'abord les producteurs. Après les producteurs, vous avez les sociétés coopératives qui sont directement l'émanation des producteurs. Et puis ensuite, vous avez les exportateurs. Après les exportateurs, vous avez les industriels et vous avez les chocolatiers. Merci de la précision. Que représente le secteur du cacao en termes de chiffres, d'abord à l'international, au niveau local, M. Bakayoko? Au niveau local, la Côte d'Ivoire, c'est 2,2 millions de tonnes. Nous avons 1 million de producteurs qui font du cacao. Le cacao, c'est 14% du produit intérieur brut national. Le cacao, c'est 40% des produits des exportations. Et le cacao, c'est 40% également du PIB agricole. La Côte d'Ivoire transforme à peu près 33% de sa production. Et au niveau de la chaîne des valeurs, c'est à peu près 158 milliards de dollars, de francs CFA, de dollars pour cette année. C'est quoi? C'est le bénéfice? Oui, ça dit que les revenus générés par l'ensemble de la chaîne des valeurs dans le monde entier. Dans le monde entier, c'est ce qui fait 158 milliards de dollars. C'est une somme importante. Hein. Oui. Quels sont les produits dérivés issus du cacao, M. Doumbia? Parce qu'on pense systématiquement au chocolat, mais il n'y a pas que ça. Bien sûr, il n'y a pas que le chocolat comme produit dérivé. Au niveau du cacao, vous avez la liqueur, vous avez les pâtes de cacao, vous avez le beurre de cacao qui intervient beaucoup dans la cosmétique, aussi bien que dans d'autres produits pharmaceutiques. Vous avez les tourteaux et la poudre de cacao. Donc, ça veut dire que le cacao, il y a beaucoup de dérivés qui sont donc utilisables. Mais est-ce que c'est le chocolat qui est finalement le produit le plus utilisé et peut-être aussi le plus abouti ou ça n'a rien à voir? Non, je pense qu'en fait, c'est d'abord parce que c'est dans l'alimentation et surtout des Européens. Mais de façon générale, aujourd'hui, les produits cosmétiques à base de produits dérivés du cacao commencent quand même à prendre un peu d'ampleur.
Alors justement, on parlait de consommation. J'aimerais savoir finalement quels sont les pays producteurs, on parle de la Côte d'Ivoire et aussi du Ghana, et les pays consommateurs du cacao. Les deux grands principaux pays, c'est Côte d'Ivoire, Ghana. Mais après, vous allez retrouver du cacao jusqu'au Cameroun. Et puis après, vous avez aussi les producteurs historiques, puisque le cacao vient d'Amérique latine. Donc on a déjà connu certains impacts du cacao dans l'économie sud-américaine. Et on a quelques tentatives aussi en Asie du Sud-Est de faire pousser du cacao. Le Vietnam s'était essayé à une époque, mais avec moins de succès gustatif que la Côte d'Ivoire. Et en termes de consommation, tout est focalisé sur le continent européen ? Les deux principaux marchés, ce sont les marchés américains et européens. Ensuite, on a beaucoup d'espoir, d'attente de la part des marchés russes et des marchés chinois. On a aussi quelques espoirs côté Brésil en termes de consommation, mais l'essentiel reste quand même États-Unis et Europe. Et c'est la forme aboutie du chocolat qui est consommé là-bas ? Principalement, oui, absolument. Alors on va s'intéresser maintenant à nos cacaoculteurs. Quelle est la réalité des producteurs de cacao en Côte d'Ivoire ? Élément de réponse avec Siaka Koné. Premier producteur mondial de cacao, la Côte d'Ivoire assure 40% de la production mondiale et mobilise près d'1 million de producteurs. De plus, la filière fournit 14% du PIB et le tiers des recettes d'exportation et finance 10% du budget de l'État. Première source de devises du pays, les exportations de cacao fèves et cacao transformé représentent près de 45% des recettes d'exportation du pays en 2003, soit près de 2,1 milliards d'euros. Bref, le cacao occupe une place centrale dans la société ivoirienne et pour de nombreuses familles. Malgré son importance au sein de l'économie et de la société ivoirienne, le cacao a jusque-là du mal à nourrir son homme. Nous allons adopter d'autres systèmes culturels qui peuvent nous permettre de travailler sur de petites superficies et avoir la même production que nous avons actuellement. Nous travaillons avec des docteurs ivoiriens, des chercheurs ivoiriens dans ce sens. Nos fêtières travaillent avec des chercheurs ivoiriens et dans l'avenir, ce que nous produisons sur 10 hectares de cacao, nous allons le produire, la même production va s'obtenir sur 3 ou 4 hectares. Ça contribue à la protection de l'environnement aussi. Le différentiel de revenus décent annoncé en 2019 a été bien accueilli par les cacaoculteurs et autres observateurs dans le secteur. Mais jusque-là, silence total. Ce sont plutôt des ultimatums en lieu et place des accords avec les industriels chocolatiers. Autre problème majeur auquel sont confrontés les producteurs ces dernières années, c'est que cette filière est aussi pointée du doigt quant à la déforestation engendrée par l'extension des surfaces cultivées dans les pays comme la Côte d'Ivoire et le Ghana. L'on enregistre également une baisse tendancielle des coûts et des rendements. Toute chose qui ne permet pas d'améliorer les revenus ni les conditions de vie de 5 à 6,5 millions de petits producteurs de cacao, vivant en grande majorité sous le seuil de la pauvreté. La Côte d'Ivoire est le plus gros producteur avec 40% de la production mondiale. Le Ghana produit un peu moins de 20%, l'Équateur 6% et le Nigeria, le Cameroun et le Brésil 5%. Alors, on vient d'entendre que le cacao ne nourrit pas son homme, justement, en évoquant la situation des producteurs. Pour quelle raison, M. Soro ? Je pense que les chiffres sont exposés et c'est alarmant. Et d'ailleurs, ça fait partie des différents combats et des revendications que nous menons tout le temps au niveau de tous les éléments, les autres acteurs de la chaîne de valeur. 95% des producteurs de cacao sont des petits exploitants agricoles qui vivent sous un seuil de pauvreté extrême. Et aujourd'hui, le débat sur la durabilité de la filière impose à ce qu'on puisse remettre sur la table la question de l'amélioration des conditions de vie des producteurs. Et nous pensons que une des conditions pour maintenir la filière dans une condition de durabilité, ce serait quand même d'améliorer le revenu des producteurs. Et vous voyez sur les 100 milliards de dollars que de cette économie, cette manne financière, ce n'est que 6% qui reviennent aux producteurs. Et donc pour nous, c'est inadmissible de se maintenir dans une telle filière de façon durable tant que nous n'avons pas su améliorer les conditions de vie des producteurs. Mais concernant le revenu Borchamp, finalement, c'est votre net, c'est-à-dire c'est ce que vous percevez ou vous devriez percevoir. Il a été fixé à 900 francs CFA kilogramme, soit une hausse de 75 francs CFA par rapport à la campagne précédente. Déjà, on comprend que ce n'est pas suffisant et on veut comprendre qui fixe le prix, pour comprendre le mécanisme. Parce que vous nous dites quelque part,
que la nouvelle réglementation de l'Union européenne va alourdir vos charges. Si. Donc, les revenus de départ sont déjà insuffisants. Donc, on veut comprendre ce mécanisme. Comment ça se fait que ces gens soient toujours aussi mal payés ou sous-payés? Qui fixe le prix? Le prix est globalement fixé par tout l'ensemble. Bon, on va dire les intervenants de la filière, de toute la chaîne de production, toute la chaîne de valeur du cacao, mais avec une prépondérance pour les multinationales, en l'occurrence les industriels et les chocolatiers. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le gouvernement de Côte d'Ivoire, par exemple, fait des efforts pour pouvoir améliorer le revenu des paysans, parce que près de 60% du prix CAF est reversé généralement aux producteurs. Mais ça reste insuffisant. Donc le défi, à mon avis, c'est de tout faire pour pouvoir avoir des prix beaucoup plus rémunérateurs au niveau de l'international, et peut-être aussi le différentiel de revenus décents qui était censé apporter un plus, par exemple, à l'amélioration des conditions, puisque ce différentiel, M. Soro l'a dit tout à l'heure, ça dit que sur chaque tonne, c'est $400 qui sont censés être reversés aux producteurs, et ça devrait permettre d'améliorer durablement, d'améliorer les conditions de vie des producteurs. C'est vrai, en contrepartie, la Côte d'Ivoire devrait quand même mettre en place un programme de durabilité au niveau de la filière, mais cela n'est pas fait. Donc aujourd'hui, on ne va pas dire l'avenir de la filière qui est en cause, mais c'est l'avenir des relations commerciales entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire notamment qui est fortement remise en cause. On va en parler avec la réglementation dans la seconde partie. Mais là, pour comprendre aussi le problème de revenus, quand vous m'avez faire parvenir le prix Borchamp du kilogramme depuis l'indépendance, depuis les années 60, on est assez surpris de voir qu'il n'a pas évolué. Quasiment pas, ou peu ou prou. Bon, on est à 1000 francs des fois le kilo, 900, la différence n'est pas énorme. Qu'est-ce qui explique cette évolution à minima? C'est quoi? C'est le modèle économique de l'offre et la demande de ce produit? Déjà, vous avez le prix est fixé à 2 endroits, ce qui est assez contradictoire. Dans un premier temps, on a des États comme le Ghana et la Côte d'Ivoire, qui sont quand même les numéros 1 mondiaux tous les deux en termes de production. C'est 75% de la production mondiale de cacao, sauf erreur de ma part. Et donc, quand ce poids économique fixe un prix, c'est celui qui devrait être le prix de référence du marché. Par contre, vous avez encore les bourses, une bourse à New York, une bourse à Londres, eux également sont en train de fixer leur prix. Donc on est un petit peu étonné de ces deux mécanismes et quelque part c'est l'offre et la demande. Maintenant, comment faire en sorte que ces prix se rencontrent, c'est un autre sujet. Il y a aussi quand même 2 facteurs qui viennent gréver entre guillemets la filière de cacao en Côte d'Ivoire. Le premier, c'est une multitude d'acteurs. On a le producteur, on a le pisteur, on a le transporteur avant d'arriver à la coopérative. Une fois qu'on est en coopérative, il y a un travail qui se met en place. Vous avez un retransporteur qui va arriver, vous avez un usinier qui va travailler à Abidjan. Donc vous avez une multitude d'acteurs qui viennent rentrer dans la filière. Et quelque part, on peut s'interroger, est-ce que tous ces acteurs entre le producteur et le port sont légitimes? Je prends un exemple. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir le cacao dont la qualité fait qu'il va être usiné à Abidjan? Quand vous allez au Ghana, le volume d'usinage est beaucoup moins important. La qualité... C'est quoi l'usinage L'usinage, c'est en fait, on va nettoyer le cacao des déchets, des gravats, des grabots, etc. Donc on va le nettoyer un tout petit peu, on va l'épurer de déchets parfois qui ne sont même pas des déchets agricoles. Et ça, c'est quelque chose qui vient de l'origine, qui est vendu brousse. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la manière dont la filière est structurée, la multitude des acteurs, le désarroi dans lequel on laisse le planteur, fait en sorte que vous avez plein de personnes qui vont rentrer en jeu dans votre filière cacao, et à chaque fois, vous avez des petites choses qui vont arriver. Donc si on veut améliorer le revenu du planteur, au-delà de simples facteurs économiques, il y a peut-être 2 questions qu'on peut se poser. La première, c'est comment réduire le nombre d'intervenants. On a un producteur, on a une coopérative. Avons-nous besoin de tous ces pisteurs entre les deux? La coopérative, si elle avait suffisamment de moyens, pourrait gérer directement la relation au planteur. Ça, c'est le premier point. Et puis, le second point, c'est que vous êtes dans une filière où la cacaoculture, malheureusement, le planteur moyen représente à peu près 6,4 hectares de plantation. Sur 6,4 hectares de plantation, on va se retrouver avec une production qui va tourner entre 300 kg à l'hectare, parce que la plantation est très âgée, elle a plus de 20 ans, jusqu'à 600 kg à l'hectare. Et donc, quand vous regardez les données actuelles, avec des plantations qui sont en majorité vieillissantes, la production du cacaoculteur n'est pas assez suffisante, les revenus qu'il va gagner, ramenés à l'hectare, sont insuffisants, la multitude d'acteurs qui vont se rémunérer, il restera peu d'argent pour le producteur. C'est intéressant ce que vous dites, mais à vous écouter, on a un problème de rendement, mais... J'avais cru comprendre le contraire. Je pensais qu'on était en surproduction et vous nous dites que
certaines parcelles ne produisent pas assez. On a un problème de surproduction aussi, on nous parle de ça, de problème de stock et de surproduction. Bon, je dirais par exemple au niveau de la surproduction, c'est que nous sommes à 2 200 000 tonnes de fèves. Mais en ce qui concerne les rendements des parcelles, les rendements sont très faibles par rapport à ce à quoi on pouvait s'entendre. Donc c'est dire qu'en fait, il y a un ratio qui n'est pas respecté parce que le cacao, on peut aller jusqu'à 6 tonnes à l'hectare et par an avec les deux campagnes, si la plantation est bien entretenue et l'itinéraire technique suivi. Mais en ce qui concerne cette valeur qu'on a de 2 millions de tonnes, ça veut dire qu'il y a une agressivité au niveau des parcelles. Donc il y a une extension au niveau des parcelles et non un rendement accru. Donc je pense que c'est sur ça qu'il faut agir. Et ça peut faire basculer les prix en la faveur de nos cacaoculteurs? Complètement. C'est quoi? Il faut mettre en place une stratégie nationale aussi pour peser dans ce rapport de force avec les industriels? Oui, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que les plantations ivoiriennes représentent à peu près 3,2 millions d'hectares. Et ça, c'est énorme au regard de la superficie forestière de la Côte d'Ivoire. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de rendre cette agriculture un peu intensive, parce qu'on a dit que les capacités de production peuvent aller jusqu'à 6 tonnes. Les scientifiques nous l'ont dit. Mais aujourd'hui, nous sommes autour de 300 kg à 600 kg. Ce qui fait que les paysans sont obligés de faire de la culture extensive parce qu'ils veulent avoir suffisamment de revenus, vu qu'ils n'ont même pas de prix rémunérateurs. Donc, c'est tout ça qui contribue, si vous voulez, à provoquer, si tu veux, ces agressions contre la végétation et contre, on va dire, le climat. Et donc, aujourd'hui, c'est de peut-être mettre en scène les scientifiques, c'est vrai, au niveau du Centre national de recherche agronomique, un travail colossal est fait, mais il en faut davantage pour qu'on puisse avoir beaucoup plus de compétitivité du cacao. Et puis, il faut aussi qu'il y ait de la qualité. Vous savez, par le passé, il y avait une politique qui était mise en place, c'est-à-dire que quand le cacao était de qualité, le producteur bénéficiait d'un bonus, en général c'était de 50 francs, et quand le cacao était de mauvaise qualité, ou bien quand on présupposait que ça allait être de cacao de mauvaise qualité, on lui faisait ce qu'on appelle des décotes. Et ça, tout ça a contribué peut-être la mauvaise réputation parfois du cacao du Côte d'Ivoire, ou bien bon, tout ça a contribué quand même à dégrader le prix à l'international. Mais vous parlez de cacao de qualité. Moi, j'ai entendu parler d'un cacao, bon, le Mercedes. C'est quoi? C'est la Rolls-Royce des cacaos? Parce que vous parlez de qualité. Ça, c'est une qualité supérieure? Non, le cacao Mercedes, c'est une variété. D'accord. Conçue par le Centre national de recherche agronomique. Et je pense qu'il y a vraiment des performances, à la fois l'entrée en production, à partir de 24 mois. Et en plus de cela, un rendement vraiment de entre 3 et 4 tonnes à l'hectare. Donc je pense qu'en fait, le problème pour moi du prix dont il est question, la rémunération du planteur, il faut changer de paradigme. Ça veut dire qu'il faut réfléchir plutôt pour moi à la transformation et à une valorisation interne du cacao. Et à partir de ce moment, on pourra donc rehausser effectivement le prix parce que tous les dérivés dont je viens de citer, si on les met en valeur dans le cadre d'une transformation, on pourra augmenter effectivement le prix d'achat en interne plutôt que de compter sur en fait, les prix fixés par la bourse de Londres ou des États-Unis. Alors vous donnez déjà un début de solution, même si on va s'y attarder en fin d'émission, la piste des solutions. On va clore ce chapitre sur le DRD. Les géants du chocolat s'étaient engagés en 2019 en signant un accord qualifié d'historique à payer ce qu'on appelle le différentiel de revenus décent, le DRD. Déjà, le terme est quand même assez gênant. Parler de revenus décents, ça veut dire que tout le monde est conscient que vous n'êtes pas payé décemment. Déjà, le terme, il est très ambigu. Enfin, pas ambigu, mais il est gênant. Révélateur. Voilà, révélateur, merci. Et ce DRD, qui est donc une prime à l'achat conçue pour améliorer vos revenus en tant que cacaoculteur, vous craignez que les industriels du cacao, notamment les chocolatiers, ne vous le payent pas. Vous n'avez pas perçu. Pourquoi avez-vous des doutes? Est-ce que là, vous l'avez déjà perçu ou pas du tout? Il y a toute une littérature aujourd'hui autour de la question du DRD et nous, en tant que producteurs, nous sommes plus que confus. Et c'est justement ces gens
des débats qui nous permettent d'éclaircir non seulement la population paysanne, mais aussi de chercher à avoir des explications. Parce que c'est vrai, la question de l'amélioration du revenu du paysan est venue dans le cadre du projet de durabilité de la filière. Parce que quand on vous cite ces 100 milliards de dollars que la filière génère et que des personnes, sinon des entreprises qui ont plus de 100 ans d'existence vivent de ces revenus, sont à un moment donné intéressées à continuer d'avoir durablement ces revenus. Bien entendu, la question de la durabilité est arrivée. Mais on ne peut pas s'engager dans une politique de durabilité de la filière sans que le maillon le plus fort, ou non, sinon le plus faible, qui est le paysan, ne se sente à l'aise de continuer de faire de la production du cacao. Donc, la question du différentiel de revenus décent, que nous appelons même un différentiel de revenus vital, parce qu'à un moment donné, le paysan ne vit plus pratiquement. Et ce différentiel, déjà boosté par l'initiative des deux présidents de Côte d'Ivoire et du Ghana, et puis entretenu par les deux conseils de régulation, Cocoa Board et Côte d'Ivoire, Conseil café du cacao, à un moment donné, ils ont travaillé entre États ou sinon un organe de régulation sans la participation des paysans. Ça dit que nous, on ne comprenait pas comment ce différentiel a été conçu pour être profitable aux producteurs. Et on sait aussi qu'il y a des primes équivalentes qui existent sur le marché, telles que les primes de certification, qui sont payées souvent en fin de saison. Et nous, ce que nous disons, c'est un bon mécanisme pour améliorer le rendement, sinon les revenus du producteur, à condition qu'il soit perceptible. Pour nous, on n'arrive pas à le percevoir sur nos revenus, parce que quand vous prenez les prix du cacao sur les 10 dernières années, avant qu'on ne parle du DRD, on a l'impression, sinon la grande masse des producteurs ont l'impression qu'il n'y a pas eu d'amélioration en tant que revenu différentiel décent. Donc on aurait bien souhaité que si ce différentiel il est effectivement, comment on appelle, pour améliorer les conditions, qu'il soit mis à part, comme vous pouvez le constater sur une facture de SODECI, la contribution à l'éclairage public ou bien la contribution à la redevance de la RTI par exemple. Donc que le producteur à une certaine période de sa saison, qu'il puisse avoir le paiement de ces différentiels-là comme fonds de soudure ou bien pour un autre moyen qui peut améliorer sa condition. Alors, merci pour ces explications. C'est vrai que ce n'est pas l'objet de ce débat, le DRD, mais c'est important parce que vos complaintes sont souvent d'ordre financier. Si. Et donc, on veut comprendre, en fait, vous nous dites que cette nouvelle réglementation va alourdir aggraver votre situation et alourdir tous vos frais. Déjà, parce que cette réglementation, quand même, qui a été saluée par son aspect écologique, je voudrais qu'on parle de cette réglementation et notamment le constat de départ. On a constaté que 23% des émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine, en tout cas les chiffres datent de 2016, étaient issus de l'agriculture, du secteur forestier et d'autres types d'occupation des terres. Quel est l'impact environnemental de la filière du cacao en général et en Côte d'Ivoire en particulier, M. Lombardo? On va parler en Côte d'Ivoire en particulier. Oui. Depuis l'indépendance, la Côte d'Ivoire a perdu 90% de son couvert forestier. C'est comme si je vous enlevais, excusez-moi, 90% de vos vêtements et que je vous mettais en plein soleil. Donc forcément, votre terre, elle a complètement changé. Oui. Maintenant, l'histoire, c'est pourquoi est-ce que nous plantons du cacao sur une ancienne terre forestière ? Et là, il y a eu un choix stratégique qui a été fait en Côte d'Ivoire en 1977, lorsque la Côte d'Ivoire a dépassé le Ghana en termes de production de cacao. Et le choix est le suivant. Le cacaoyer, c'est un arbre qui vit à l'ombre des grands arbres. Donc, il n'est pas fait pour être en plein soleil. Donc, s'il est à l'ombre des grands arbres, il faut de la fraîcheur, de l'humidité, un petit peu de vent, pas trop de lumière. Et là, il est super content. Il va produire très longtemps, mais il produira un tout petit peu moins. Et lorsqu'il y avait ce grand duel entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, lorsqu'il y a eu ce grand duel, il y a un choix qui a été fait en Côte d'Ivoire, c'est le cacao plein soleil. Un cacao plein soleil, vous lui enlevez toute sa protection, il pense qu'il va mourir, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va tout de suite produire des cabosses pour se reproduire. Mais comme il va se trouver dans un système de production intensif, il va vieillir beaucoup plus rapidement. Le choix a été payant puisqu'en 1977, la Côte d'Ivoire a dépassé le Ghana en termes de production de cacao. Mais à partir de là, nous avons fait des choix d'agriculture
100% de déforestation et non pas d'une agriculture dans laquelle on met le cacao au milieu de son environnement, on conserve les grands arbres. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que vous verrez les plantations de l'ouest de la Côte d'Ivoire et de l'est de la Côte d'Ivoire, elles n'ont pas forcément les mêmes structurations. Et donc, automatiquement, la culture de cacao en Côte d'Ivoire est devenue une culture de déforestation. Mais si vous privez un pays entier de 90% de son couvert végétal, la forêt a un rôle. Si vous privez la Côte d'Ivoire de 90% de son couvert végétal, vous avez forcément des impacts environnementaux, pas seulement à l'international, vous avez des impacts environnementaux pour les planteurs. Les premières victimes du changement climatique en Côte d'Ivoire, ce sont les planteurs. Oui, c'est ça aussi. On se dit que finalement, ces déforestations vous affaiblissent. Vous, en tant qu'enseignant, en tant que cacaoculteur, puisque c'est votre, j'ai envie de dire, votre outil de travail qu'on est en train de détruire. Allez-y, vous voulez réagir? Je pense qu'en fait, la déforestation, c'est vrai que quand on regarde le pourcentage de superficie en termes de production de cacao, est assez intéressante, mais il y a aussi d'autres cultures, telles que le palmier à huile, telles que l'EVA, qui effectivement contribuent aussi à cette activité de déforestation, c'est-à-dire les activités anthropiques de l'homme. Oui. Mais il faut dire qu'en fait, la déforestation n'a pas débuté actuellement, elle a débuté il y a très longtemps avec d'abord l'exploitation forestière, le bois de coupe et le bois d'ébénisterie, le bois d'œuvre. Et aujourd'hui, effectivement, avec l'extension de l'agriculture extensive, malheureusement, nous sommes arrivés à des constats où notre forêt en a subi beaucoup. Donc je pense que peut-être, comme vous avez dit, dans les solutions, il faut effectivement aborder d'autres stratégies de production qui puissent permettre de préserver le reste de forêt que nous avons, parce qu'on nous dit que nous avons précisément 2 millions d'hectares qui restent sur les 16 millions qu'il y avait avant l'indépendance. Alors, on va rester sur cette réglementation. Déjà, que prévoit ce texte qui est pour l'instant provisoire? Les explications de Siaka Kone. Le Parlement des 27 pays membres de l'Union européenne a décidé de l'adoption d'une loi visant à bannir l'importation de produits issus de la déforestation. Il y a 2 points importants dans ce règlement. Premier point, c'est que le produit doit être exempt de déforestation. Quand on dit exempt de déforestation, le produit ne doit pas avoir été produit en faisant de la déforestation. Donc, si vous présentez un produit que vous voulez exporter sur le marché européen, il faut que vous arriviez à prouver que ce produit-là n'a pas détruit la forêt. On n'a pas détruit la forêt pour produire cette commodité. Et deuxième point, il faut que le produit ait respecté la loi du pays producteur. Le cacao, le café, le soja, l'huile de palme, le caoutchouc, le bois et la viande de bœuf sont visés par cette loi dite sur la déforestation de produits importés. Par anticipation, les producteurs ivoiriens ont pris des dispositions afin d'éviter de tomber sur le coup de cette loi. Nous, les planteurs ivoiriens, on est beaucoup engagés dans la lutte contre la déforestation et nous avons engagé déjà plusieurs programmes à ce sujet. Nous voulons rassurer vraiment l'Union européenne de nous faire toujours confiance. Le cacao n'est pas produit ni avec les enfants. Le cacao continue de respecter l'environnement. Pascal Canfin, président de la commission environnement au Parlement européen, s'est voulu radical, adressant ainsi un satisfecit aux députés membres de cette commission et à l'ensemble des parlementaires. Est prévue également l'extension de la loi à d'autres écosystèmes boisés dont provient en grande partie des importations européennes de soja. Mais l'accord trouvé entre eurodéputés et États stipule que l'extension doit être envisagée au plus tard 1 an après l'entrée en vigueur du texte. Après 2 ans, la Commission est tenue d'étudier l'extension à d'autres produits comme le maïs et à d'autres écosystèmes riches en stockage de carbone et en biodiversité. Au secteur financier, l'on note une demande forte du Parlement. L'Union européenne envisage également le refus par les institutions financières des accompagnements au cas où les postulants sont associés à des activités de déforestation. Alors, on a eu quelques explications dans le reportage, mais on va essayer de détailler ce que prévoit ce texte concrètement. Déjà, qui sait quand est-ce qu'il sera adopté et appliqué? Fatim, je te dirai quand est-ce qu'il sera appliqué, mais d'abord, je voudrais revenir sur un sujet. Tout à l'heure, M. Lombardi semblait, on va dire, incriminer la Côte d'Ivoire qui peut-être a
a voulu être première et donc a utilisé des moyens les plus, si vous voulez, les plus inadaptés pour pouvoir améliorer son, disons le volume de production. Mais ce que je veux dire, si le cacao était bien acheté au niveau international, je ne pense pas que les paysans auraient voulu faire des cultures par extension. C'est-à-dire, un paysan qui a 1 hectare, s'il est bien payé, je ne pense pas qu'il veuille faire 10 hectares, puisque de toute façon, c'est un travail extrêmement harassant. Donc, si la culture était bien payée, si les fèves de cacao étaient bien payées au niveau des Européens et des Américains, je pense qu'on n'aurait pas eu la déforestation à cette allure. Maintenant, bref, quand je vais revenir... S'il veut répondre à cette... ou on le laisse poursuivre? Bon, Poursuivez. Allez-y, poursuivez. Maintenant, vous avez dit, quand est-ce que la mesure va rentrer en vigueur? Oui. La mesure doit d'abord passer devant un trilogue, c'est-à-dire le Parlement, le Conseil, et puis la Commission, avant que ça ne rentre en vigueur à l'horizon 2024. Donc, voilà mon avis sur la question. Mais, donc c'est imminent. 2024, c'est demain, surtout en agriculture. C'est imminent, mais je pense que cette mesure est accompagnée, si vous voulez, un peu de mauvaise foi du côté des Européens, puisque quand vous entendez Pascal Canfin qui a vraiment parlé de façon radicale, il dit qu'on va utiliser la puissance du marché européen, deuxième marché au monde, dont un producteur ne peut se passer pour imposer nos conditions d'accès. Quoi, c'est un chantage? Voici ce que Pascal Canfin, président de la Commission environnement du Parlement européen, dit. C'est-à-dire qu'on voit là une sorte de chantage qui est fait aux pays africains. Mais on voit bien qu'il est sous la pression des multinationales. Donc ce n'est pas une décision politique, ce n'est pas une décision en faveur des pays, des producteurs africains, ce n'est pas une décision de magnanimité vis-à-vis de l'Afrique, mais je pense que c'est une décision pour pouvoir avoir des bénéfices records au niveau des multinationales. Parce que vous dites multinationales, vous pensez à qui? Aux industriels? Je pense aux industriels qui sont essentiellement des industriels européens et américains qui veulent continuer à avoir des bénéfices vraiment explosifs, comme c'est le cas actuellement. Alors, vous avez l'air d'aller dans le même sens. Je vous écoute, M. Soro. On va faire un tour de table. Justement, je voulais dire, avec les statistiques sur le rendement qui a été annoncé tout à l'heure par le professeur, vous vous rendez compte qu'avec la superficie actuelle que nous avons, qui est autour de 3,2 millions d'hectares, si on produisait réellement en fonction du rendement, on était capable d'aller jusqu'à 12-13 millions de tonnes à seulement. Alors que la culture extensive génère beaucoup plus d'efforts et de moyens. Et comme le prix est bas, de sorte que quand vous prenez une famille moyenne de producteurs de 6 personnes qui tournent autour de 3 ou 5 hectares, vous multipliez par le revenu, sinon le rendement d'un hectare affecté au prix, vous vous rendez compte que cette famille ne s'en sortirait jamais. Maintenant, cette décision qui est en train de se préparer contre les pays, regardez, globalement, la Côte d'Ivoire est partenaire à 45% d'exportation avec l'Union européenne et en importation avec 35%. Mais spécifiquement pour le cacao, c'est 67% du volume. Alors, une décision vue comme ça, dans ce sens, ça pourrait effrayer, alors que les dispositions prises par la Côte d'Ivoire, déjà en amont, ne nous inquiètent pas, dans la mesure où un vaste programme a été lancé pour le géoréférencement des exploitations, c'est déjà bouclé. Ça nous a permis d'identifier les parcelles et le nombre de producteurs. Il y a tout un système de traçabilité qui est mis en jeu et tout le système de maîtrise de la production sera contrôlé. Donc nous, on n'est pas inquiets par rapport à cette décision si d'aventure elle est de bonne foi. Alors, on va revenir sur la traçabilité. Après, je vais détailler point par point. Je voulais intervenir, je vous laisse intervenir, et puis on va aller point par point dans cette réglementation. D'accord. Je dirais que d'abord, il faut voir l'essence même de cette directive. Parce qu'elle est peut-être méconnue. Parce que la directive dit qu'il s'agit de produits issus de la déforestation qui ne doivent pas être mis sur le marché européen ni être aussi exportés à partir de l'Union européenne. Donc ça veut dire que même les forêts occidentales européennes sont aussi concernées par cette mesure. Donc je pense que d'abord, il faut comprendre ça dans ce sens-là. Mais moi, ma préoccupation, c'est lorsque la loi a été proposée,
sur base d'une enquête de 1,2 million d'avis positifs pour une population européenne de 447 millions d'habitants, soit 0,3% qui va s'imposer à l'humanité tout entière, je pense que là, il y a quelque chose à réfléchir. Pour moi, c'est d'abord l'essence même de la directive, sur base de quoi elle est partie. Mais lorsque l'Union européenne a en fait proposé cette directive en préliminaire au niveau de l'OMC, il ressort effectivement des préoccupations, à savoir que l'OMC demande qu'il y ait une plus grande analyse par rapport aux pays qui sont producteurs. Donc je pense que pour le moment, il y a effectivement une analyse qui doit être faite. Mais l'Union européenne soutient que en fait, ces propositions sont basées sur l'analyse rigoureuse et selon un schéma scientifique. Donc sur base de ça, moi je pense qu'en ce moment, il faut en fait se dire quelle est la contre-proposition que les scientifiques de ces pays dits en voie de développement ou alors des pays producteurs doivent proposer en face de cette loi. Je pense qu'il y a une analyse profonde à faire par rapport effectivement à cette vous parlez de la recherche, on va y revenir. Mais il y a effectivement une analyse profonde à faire, puisque, comme le dit Doumbia, on nous dit qu'ils ont fait un sondage au niveau de l'Union européenne et ce sondage a ressorti que 1 200 000 personnes. Et Pascal Canfin nous dit nous sommes sous la poussée de notre opinion publique. 1,2 million sur 400 millions de personnes, il y a là, manifestement, la mauvaise foi. Alors, il y a deux choses. Je vais vous donner la parole, M. Lombardo. Il y a deux choses qui viennent d'être dites. C'est-à-dire que finalement, la proportion des personnes qui souhaitent que la mise en place de ce texte est infime par rapport, à l'Union européenne, c'est-à-dire le territoire concerné principalement, et puis aux autres. Nous sommes aussi concernés indirectement. Même si, j'imagine, vous allez nous le dire, que la déforestation et l'écologie concernent tout le monde, que c'est universel. Et puis, il y a le point de l'OMC. C'est vrai que c'est surprenant parce qu'on a l'impression que ça fausse aussi la concurrence. Vous voyez, avec une sorte de limitation qui ne dit pas son nom. Je vous laisse donner vos explications. Dans un premier temps, il faut replacer la réglementation européenne dans son contexte. On nous demande de faire, à l'heure actuelle, on nous demande de faire en 10 ans ce que nous avons été incapables de faire en 50 ans. On a des enjeux de changement climatique, on a des enjeux de perte de biodiversité, on a des enjeux de dégradation environnementale dans le monde entier. Vous avez peut-être entendu parler de l'accord de Montréal hier qui a été voté en ce qui concerne la conservation de la biodiversité. La problématique, c'est que pendant très longtemps, on a cru que le marché allait lui-même réguler ses bienfaits et ses méfaits. Or, à l'arrivée, quand on prend un État comme la Côte d'Ivoire qui a déforesté 90% de sa surface, essentiellement pour des spéculations agricoles, après il y a l'urbanisation, etc., etc., le résultat, c'est qu'à l'arrivée, le monde entier s'est comporté de cette manière. En 2019, puisqu'il n'était plus possible de laisser le marché librement faire les choses et librement se réguler, il a fallu prendre des réglementations. On a des lois qui se mettent en place en Côte d'Ivoire, on a un nouveau code de l'environnement qui a été voté il y a très peu de temps. Donc, ce que l'Union européenne a fait en 2019 est relativement simple. Elle a dit, nous ne souhaitons plus, par nos achats, contribuer à une dégradation de l'environnement à l'extérieur de nos frontières. Très précisément, ce que l'Europe ne veut pas acheter, aujourd'hui l'Europe c'est 10% de la déforestation dans le monde. Ce qu'elle achète représente 10% de la déforestation dans le monde. Et le prix, nous le paierons tous de cette déforestation. Donc le but du jeu, c'est de dire l'Europe ne souhaite plus contribuer à cette déforestation et donc elle va identifier quels sont les produits qui ont le plus contribué à une déforestation illégale. Tout à l'heure, dans le reportage, on vous disait deux choses. Il y a la production de cacao et il y a la légalité de la production de cacao. Un cacao qui vient d'Abengourou, qui n'a causé aucune dégradation illégale, déforestation illégale, ne pose pas de problème. Un cacao qui a été produit dans la forêt classée de la Haute-Dodo, dans la forêt classée de Rapide Gras, est en totale illégalité avec le droit ivoirien. On ne plante pas de cacao dans les forêts classées ivoiriennes. Donc le but du jeu, ça a été justement de mettre ça en place. Maintenant, il faut aussi repositionner c'est pas une réglementation qui se veut nocive contre les planteurs, c'est simplement une démarche stratégique. Vous avez une loi qui est sortie hier au sein de l'Union européenne qui a quasiment condamné
la sidérurgie, les producteurs énergétiques, en leur disant vous avez l'obligation de réduire maintenant vos émissions de gaz à effet de serre. Vous ne pourrez plus acheter sur le marché des crédits carbone, des taxes à polluer. 60% du volume de ces crédits carbone d'ici 2030 va totalement disparaître. Ça, c'est la stratégie que le législateur, le Parlement européen, met en place pour permettre justement qu'à l'extérieur de ses frontières et à l'intérieur de ses frontières, la consommation européenne ne soit pas une dégradation. Ça n'est pas une attaque contre le planteur, c'est une réglementation qui se met en place parce que pendant des années, le marché a été incapable de réguler les enjeux environnementaux, comme il a été incapable de réguler le prix réel que l'on doit aux planteurs. Là, je fermerai cette parenthèse ici. Alors, on va revenir sur le point, on va décortiquer, on va aller pas à pas. Donc, ce nouveau règlement établit des règles strictes en matière de devoir de diligence pour les entreprises, on va parler après des responsabilités, qui souhaitent mettre les produits concernés sur le marché de l'UE ou les exporter. Alors, on nous dit déjà que les opérateurs et négociants devront prouver que les produits sont à la fois zéro déforestation et légaux, c'est-à-dire conformes à toutes les lois applicables en vigueur dans le pays de production. Là, ça vise clairement quoi? Quand on parle de légalité, ça concerne, j'imagine, le travail des enfants et les plantations en forêt classées ou protégées. C'est ce qu'on vise Oh, oui. en termes de légalité. Oh, oui. Alors, où on en est sur ces questions, nous? Parce que ces produits, il y en a beaucoup. Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a une production excessive? C'est quoi l'état des lieux? Est-ce que, par exemple, on prend le travail des enfants. C'est quoi cette réalité? Et c'est quoi aussi, surtout, la réalité des plantations en forêt classées et protégées? Est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui est fait au niveau national et qui est suffisant? Si, il y a même beaucoup de programmes qui sont déroulés en ce moment. Vous savez que le cabinet de la Première Dame a déroulé depuis des années un vaste programme de lutte contre le travail des enfants. Et aujourd'hui, il y a une grande partie des enfants qui ont été extirpés de la production du cacao. Ça, c'est un programme qui suit son cours. Excusez-moi la question. Est-ce que, par exemple, quand il y avait cette illégalité ou cette dérive de l'exploitation des enfants, c'est aussi lié aux revenus parce que peut-être ils sont plus vulnérables et certainement pas, on ne les paye pas comme on paye un adulte en force de l'argent. Est-ce que c'est encore lié à vos faibles revenus que vous avez eu parfois à avoir cette dérive? Si, quand on parle de production agricole, il y a bien entendu la main-d'œuvre. Et quand vous n'avez pas les moyens de pouvoir subvenir à l'entretien de votre plantation, vous êtes forcément obligé de faire recours à des pratiques qui peuvent être soit vos propres enfants que vous prenez pour aller vous aider au champ, qui sont considérés comme une forme de travail des enfants, ou bien ça peut être aussi réellement des cas réels d'exploitation d'enfants, parce que on n'a pas de moyens d'aller se payer une main-d'œuvre officielle pour venir travailler. Mais ça, c'est contrôlé. C'est lié à la question du revenu du producteur. Maintenant, les autres programmes, les forêts classées, les aires protégées sont bien identifiées en Côte d'Ivoire. Et le programme que le Conseil du café cacao a initié avec le recensement des producteurs, c'est un géoréférencement de toutes les exploitations des producteurs qui permettent aux producteurs d'avoir la carte d'identité de sa plantation avec une carte électronique qui compose un ensemble de données sur la parcelle et puis qui entrevoit par la suite la traçabilité sur la commercialisation. Donc nous, on estime que déjà les dispositions préalables ont été prises à notre niveau pour être vraiment... Donc, à vous écouter, ce qui a été fait au niveau local suffisait largement pour on va dire, assainir ce secteur sur ces questions-là de légalité? Oui, mais il faut déjà dire que avec cette politique qui a été mise en place avec le comité de surveillance, il y a au moins 200 000 enfants qui ont été retirés des plantations et il y a eu 1000 arrestations. C'est-à-dire, au-delà des questions administratives que M. Soro pose, c'est-à-dire qu'on a mis en place les outils, les rudiments pour pouvoir faire arrêter ce processus. La Côte d'Ivoire a pris aussi des mesures techniques, des mesures opérationnelles, des mesures financières. Il y a un comité interministériel qui est créé, il y a des unités de police spéciales qui sont créées, c'est une sorte de brigade armée qui vont surveiller les plantations. Il y a des prisons qui sont... Il y a eu des condamnations. Moi, je sais qu'il y a des condamnations à Bouna, il y a des condamnations à Soubré, parfois des peines lourdes, 10 à 15 années de prison. Donc, la Côte d'Ivoire s'est dotée de l'arsenal, si vous voulez, l'arsenal juridique, l'arsenal administratif pour pouvoir juguler tout ce problème, tout ce dont on parle lié à la traçabilité du cacao. Et puis,
le recensement qui a permis de donner une carte d'identité à l'ensemble des populations. Aujourd'hui, par géolocalisation, on peut savoir si votre cacao provient de la déforestation ou non. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi l'Union européenne en fait aujourd'hui une priorité majeure. Et moi, je les soupçonne de ne pas vouloir payer le DRD et qui cherchent des subterfuges pour pouvoir se donner bonne conscience. Donc ça, c'est... Allez-y, Oui. si vous voulez réagir sur ça. Je pense que par rapport effectivement à la question, il faut d'abord comprendre vraiment l'enjeu. Quel est l'enjeu? Qu'est-ce que nous recherchons à travers cette loi? Je pense à mieux la comprendre, cette directive, et à savoir comment nous pouvons anticiper en ce qui nous concerne sur les mesures. Donc, je pense que M. Soro l'a si bien dit, le recensement de nos plantations est déjà une avancée par rapport à la résolution de ce problème. Parce que les plantations sont géoréférencées, tout est localisé. En ce qui concerne la légalité, je pense que le cabinet de la Première Dame est déjà en train de travailler sur ce sujet-là. Donc, je pense que la directive en tant que telle, dans son application, va plutôt concerner peut-être les opérateurs, exportateurs du produit, qui doivent maintenant avoir une bonne traçabilité de tout ce qui se passe au niveau des coopératives et au niveau des planteurs. Donc, je pense que de façon très calme, il est possible effectivement d'aborder ce problème-là avec beaucoup de sérénité en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Alors, le deuxième pan, je ne sais même pas si ça se dit, l'autre, en tout cas, aspect de cette réglementation, c'est l'aspect zéro déforestation qui concerne le cacao produit sur des terres qui n'ont pas fait l'objet de déforestation après le 31 décembre 2020. Alors, cette date est très précise. Il manque plus que l'heure, mais on ne peut pas faire plus précis. Qu'est-ce que cela implique concrètement? Ça veut dire quoi? Oui. Je sais pas, ok. Je pense qu'en fait, par rapport à cette date, je ne sais pas qu'est-ce qui a été la motivation d'arrêter le 31 décembre 2020. Mais ce qui veut dire qu'en fait, pour moi, il faut stabiliser les surfaces déjà exploitées. Ça, c'est-à-dire une première approche. Donc, une fois que la surface avec le géoréférencement, on peut connaître les superficies actuellement emblâmées en ce qui concerne la cacaoculture, quelles sont les surfaces qui sont là. Maintenant, du point de vue technique et pratique, comment améliorer la production sur ces surfaces pour répondre effectivement à ces diligences-là. Et je pense que cela, effectivement, la recherche pourrait contribuer très précisément à apporter une solution, produire sur de faibles superficies, de très grandes quantités. Avec un meilleur rendement. Voilà. Mais ce que je me demande tout bonnement et naturellement, c'est tout ce qui va... En fait, ça veut dire, si je décide de devenir cacaoculteur du jour au lendemain, nous sommes déjà en 2022, je suis de facto dans l'illégalité, en tout cas par rapport à la réglementation européenne. C'est pourquoi? C'est pour empêcher qu'on continue à faire des parcelles de cacao? C'est quoi l'objectif? Il faut quand même rappeler que vous avez des lois en Côte d'Ivoire. Déjà, le travail des enfants, on parle très précisément en droit ivoirien de pire forme de travail des enfants. Vous avez un arrêté ministériel du Minader qui vous dit un enfant de 14 ans ne peut pas porter plus de charges, un enfant de 16 ans plus de charges, etc. etc. Donc, la première chose, c'est respecter la loi de ce pays, ce qui serait déjà quelque chose d'assez fantastique. La loi étant très bien conçue. Donc, les deux facteurs, c'est dans un premier temps, qu'on ne soit pas sur une production de cacao qui mette l'homme, enfant ou même un adulte, en état de servitude. Et ça, la loi ivoirienne l'appelle de ses voeux. D'accord ? Le deuxième paramètre, c'est qu'il ne faut pas que cette plantation de cacao soit issue d'une terre où la déforestation est illégale. Or, la légalité, rappelez-vous votre documentaire en intro, la légalité se définit selon le droit ivoirien. Et ce que l'on cible très précisément, ce sont surtout nos forêts classées. Les forêts classées, en droit ivoirien, on n'a pas le droit de produire de cacao. On n'a presque pas besoin que l'Union européenne se mette en place. Qu'est-ce que l'Union européenne est en train de dire ? Elle est en train de dire, dans toute sa chaîne d'approvisionnement, si jamais vous importez un de ces 6 produits, parce que le cacao n'est que l'un des 6 produits qui est visé, vous avez des produits qui sont spécifiquement issus de déforestation en Amérique latine, au Brésil par exemple. Donc le but du jeu, c'est de dire, si vous avez un produit qui ne respecte ni l'homme, pire forme de travail des enfants, ni l'environnement, nous n'avons pas envie de l'acheter. Parce qu'on sait très bien que si on laisse le marché s'approvisionner de cette manière-là,
tous les méfaits environnementaux, toute la dégradation de conditions de vie humaine, de conditions environnementales, finalement, on est en train de permettre à des pays européens de l'acheter. Et autre point, vous n'avez pas que la réglementation européenne aujourd'hui qui est en train d'être votée. Vous avez aux États-Unis une réglementation qui s'appelle le Forest Act, qui a été introduite en juin 2021 devant le Congrès américain, une loi bipartisane qui a exactement les mêmes résultats à l'arrivée. Donc la question à se poser, c'est pas vraiment est-ce qu'on souhaite refuser le DRD, payer un prix décent en jouant sur une réglementation européenne. Non, on demande simplement à ce que ce qui est importé sur le marché européen respecte l'homme et respecte l'environnement. Et à ce moment-là, le seul planteur qui aura une difficulté, c'est celui qui a fait de la plantation en forêt classée un système d'enrichissement illicite. Et c'est celui-là qui est particulièrement... C'est eux qui sont visés, vous pensez, au bout du bout. Très majoritairement. Mais bon, dans ce cas, on a les lois nationales. Pourquoi cette extraterritorialité de vos... Puisqu'en Côte d'Ivoire, nous n'arrivons pas à faire respecter nos propres lois. 95%... donc vous êtes le gendarme des gendarmes ivoiriens. Enfin, non, pas vous, non, pas moi. Moi, je veux dire l'Union européenne. Mais la vérité, c'est quoi en Côte d'Ivoire? 95% de la forêt haute d'Odo, Sassandra, c'est une plantation de cacao de palmier à huile. Vous allez à Rapide Gras, c'est une plantation de palmier à huile. Vous avez dit quoi? De 16 millions d'hectares, on est passé à 2 millions d'hectares. Qu'est-ce que vous voulez qu'on offre comme avenir à la jeunesse ivoirienne? Allez voir un planteur en plantation. Il va vous dire, on a l'impression que chaque jour, le soleil est en train de se rapprocher de la terre pour brûler nos plantations. C'est bien ça. Le maïs ne pousse pas. Le cacao produit difficilement. Quand la pluie va arriver, est-ce que vous avez une pluie qui va véritablement vous aider ou est-ce que vous avez une pluie qui va raviner vos plantations? Le vrai sujet que nous avons à l'heure actuelle, c'est pas de regarder est-ce que cette réglementation extérieure à caractère extraterritorial, parce qu'elle est votée en Europe, elle vient s'appliquer en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est un méfait pour nous? Est-ce que nous pouvons utiliser au contraire cette réglementation pour bousculer nos pratiques? Quand vous avez demandé tout à l'heure pourquoi la date du 31 décembre 2020, est-ce que vous savez le nombre d'allers-retours que le ministre Alain Richard Dongoyi a fait entre Bruxelles et Abidjan, justement pour régler tous les petits détails de cette loi en disant attention, si vous faites cela, voilà exactement les impacts que nous allons avoir sur nos populations. Au début, ce n'était pas 2020 qui devait tomber sur la barquette, c'était 2015. Ah oui. C'était encore beaucoup plus complexe. Donc rien n'a été fait sans consultation. Tout à l'heure, vous avez dit 1,2 million d'Européens ont dit on ne veut pas ça. Non. Quand vous avez une réglementation européenne qui se met en place, un texte est proposé et à ce moment-là, vous avez une consultation qui se met en place. Et on dit simplement au grand public, qu'est-ce que vous pensez de cette réglementation? Et la réglementation antidéforestation a recueilli 1,2 million de commentaires. Il n'y a pas de réglementation qui se met en place que l'on va imposer. Maintenant, la véritable question, c'est comment est-ce que nous allons mobiliser cette réglementation européenne actuelle, la réglementation du Forest Act aux États-Unis future qui va tomber avec exactement les mêmes conséquences. Comment est-ce qu'on se sert de tout ça pour améliorer les conditions de production en Côte d'Ivoire et pour améliorer les conditions de vie du planteur? Allez-y. Non, mais en fait, parce que vous nous dites, à vous écouter, vous parlez de l'ancien ministre. Le ministre Tchagba fait exactement le même travail. Oui, mais en fait, vous nous dites qu'il y a quand même une préparation. Et c'est vrai que quand on a comme interlocuteur l'Union européenne, moi, s'ils nous disent, ce texte n'est pas tombé du ciel, que c'est par rapport déjà au pacte vert qui a été décidé déjà au sein de l'UE, de l'Union européenne, et qui discute avec nous. En tant que cacaoculteur, vous avez été... concerné. Vous avez été invité à la table de discussion ou c'est votre représentant, le ministre, qui est parti? Certainement, mais nous, on a appris la décision comme tout le monde. Et nous, comme nous le disons, on pense que tout est lié. Notre inquiétude, c'est plutôt toujours sur la question du revenu. La question qui se pose, c'est que réellement, quand on regarde le dispositif actuel en Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas inquiets par rapport à la décision. La date du 31 décembre 2020 veut tout simplement dire qu'on n'a plus droit à créer de nouvelles plantations de cacao, par exemple. C'est la question. De déforestation illégale, surtout que celles qui existent déjà ont été déjà géoréférencées. On connaît toute leur situation. Mais ce que nous disons, si vous, aujourd'hui, vous êtes une famille de 6 personnes qui vivez sur 5 hectares et que vous n'êtes plus autorisé à reproduire, sinon que la Côte d'Ivoire même a décidé de limiter la production, vous n'êtes plus autorisé à augmenter cette superficie pendant que votre famille s'accroît et que vos revenus ne s'accroissent pas. C'est clair qu'à un moment donné, vous allez être étouffé économiquement et c'est ce qui est notre inquiétude. C'est l'aspect économique. Oui. Une intervention chacun, je veux qu'on avance parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. S'il vous plaît. Bon, moi, je pense que prendre comme prétexte l'occupation des forêts classées pour prendre pareil dispositif parlementaire,
je pense que ça me paraît un peu excessif. Parce que l'agression des forêts classées, ça me paraît assez marginal pour qu'on en fasse une disposition internationale. Parce que cette question peut être réglée par la réglementation intérieure. Ça peut être réglé. Qu'il est déjà, vous nous dites. Qu'il est déjà, puisqu'il y a un dispositif réglementaire, un dispositif légal et même un dispositif actif qui est en place, qui fait qu'aujourd'hui la lutte contre l'exploitation des forêts classées est une réalité. Donc je ne vois pas comment, à moins que dans un pays qui a un impératif économique important et lié à la production cacaoyère, je ne comprends pas pourquoi on en fait aujourd'hui, on veut limiter ses capacités de production de cacao. Et ça, je trouve ça pas très décent. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on autorise à faire du greffon en cacao culture? Ça veut dire quoi? Comprenez que nous ne sommes pas des experts. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer, est-ce que vous pouvez nous dire si la loi ivoirienne nous autorise à le faire? C'est quoi le greffon, messieurs, s'il vous plaît? Non, c'est le greffage. Allez-y. Au niveau de la cacao-culture, mais rien ne l'empêche sur le plan effectivement scientifique. Absolument. De faire, le greffage. Et est-ce que Rien la ne loi l'empêche. ivoirienne nous autorise à le faire? Non. Parce que justement, si on se retrouve à avoir 13 millions de fèves sèches à 8% d'humidité qui sortent de Côte d'Ivoire, est-ce que vous pensez que le marché international est en capacité d'absorber tout ce volume-là? On va ne faire qu'augmenter la pauvreté des planteurs. Le vrai problème que nous avons, ce n'est pas la quantité de ce que nous produisons, c'est la qualité intrinsèque des produits que nous avons. Et le deuxième véritable sujet, c'est est-ce que nous allons continuer à dégrader les conditions de vie des populations ivoiriennes futures en dégradant complètement notre environnement, ou est-ce qu'au contraire, nous allons réfléchir sur des stratégies qui vont nous aider à restaurer notre environnement? Alors, vous me donnez la possibilité, s'il vous plaît, d'aller sur cette notion de durabilité. Parce qu'on a l'impression que finalement, cette directive ou future directive, en tout cas cette norme européenne, est là pour inciter, imposer, voire le cacao durable dans notre pays. Déjà, qu'est-ce que c'est, le cacao durable? Qu'on soit clair, expliquez-nous. Oui, moi je dirais d'abord, dans un premier temps, la durabilité, en fait, c'est une notion aujourd'hui qui a trait à la fois à l'économie et à l'écologie. Donc quand on parle de développement durable, il y a 17 chapitres qui concernent le développement durable, mais appliqué à la cacaoculture, c'est d'abord en fait comment réduire la pauvreté, comment augmenter les rendements dans un environnement qui n'agresse pas effectivement les forêts ou en fait respecte la vie des exploitants. Donc, si nous voulons aller dans ce sens... Donc, c'est positif, c'est cacao durable. C'est positif, tout à fait. Oui, d'accord. Moi, en fait, ce que je voudrais vous dire, nous n'avions pas, logiquement, sur le plan scientifique, besoin que l'Union européenne nous impose une directive de respect de notre environnement. Ça, c'est ma vision. Ça veut dire que nous devrions déjà anticiper personnellement sur cela, parce que nous avons nous-mêmes le droit de laisser aux générations qui viennent une terre saine et une terre qui, en fait, peut garantir leur développement dans le futur. Mais comment nous y prendre? On va parler de la recherche. Parce qu'il nous reste un petit quart d'heure. Je voudrais qu'on avance parce qu'il nous reste un petit quart d'heure pour parler des solutions. Donc, je voudrais... Pour que cette durabilité soit effective, pour qu'elle soit vraiment ce que les Européens veulent qu'elle soit, il faut que les paysans aient le minimum de revenus pour pouvoir financer cette durabilité. Mais justement, et c'est ça qui implique le DRD. Le DRD que les Européens refusent de payer. Si les Européens payaient le DRD, mais on aurait pu financer la durabilité. Non. Attendez, le cacaoculteur lui-même veut s'exprimer. On ne peut pas financer la durabilité. Ce que je voulais dire, c'est que... Alors, ce que je voulais dire concernant la question de la durabilité, il faut situer réellement la vraie définition de la durabilité. La durabilité est basée sur 4 piliers. C'est ça. Il y a l'économie qui implique les conditions de production, sinon les conditions de vie du producteur. Il y a l'environnement, il y a le social, tout ce qui est lié au travail des enfants et tous les autres aspects, et l'environnement, la situation politique qui implique la gouvernance, la participation des producteurs à la gouvernance. Et je sais que l'Union européenne, aujourd'hui, est beaucoup plus impliquée sur la question de durabilité. Mais seulement ce que nous décrions, c'est que on a l'impression que sur ces 4 notions piliers de la durabilité, on se tire le drap du côté de l'environnement uniquement,
en ignorant les autres aspects. L'aspect socio-économique. Les conditions de vie des implications producteurs financières doivent être aussi une des conditions sine qua non. Et nous, c'est ce que nous tirons. De la même façon, ils tirent sur les ficelles de l'environnement. De tout ce qui est conditions de production, nous estimons que la seule issue possible pour qu'on puisse parler de durabilité, c'est les conditions de vie. Et la question du DRD, où nous ne voulons pas lâcher là-dessus, c'est effectivement qu'ils acceptent de payer le DRD. Nous disons qu'on n'a pas de problème avec tous ces directives et autres, mais on a l'impression que c'est la panthère qui s'habille sous une autre forme de comme on appelle, Il y a Anguille de biche. sous roche. Pour revenir, c'est là qu'il y a une autre... Alors, je vais aller dans ce sens et dire que l'initiative Cacao Durable qui est menée depuis 2021, si j'ai bien compris, par le gouvernement ivoirien, en partenariat avec l'Union européenne, mais les autorités ivoiriennes elles-mêmes doivent mobiliser 616 milliards de francs CFA pour financer les projets liés à la Convention. Ce sont des sommes astronomiques. Absolument. Or, ce financement n'est toujours pas bouclé. Le gouvernement espère donc des contributions, des bailleurs de fonds et des grands groupes de négoce de cacao. Donc déjà, on se demande quelle sera la viabilité de cette directive sans un accompagnement financier conséquent et immédiat, puisque c'est demain. Alors, vous avez un financement de 140 millions d'euros qui a été mis en place par la Banque mondiale. Sur 616 milliards. Et bien 140 millions d'euros, vous les multipliez par 657, ça fait déjà pas mal. Et ça ne concerne que le FIP2. Oui. Deuxièmement, vous avez un programme de 300 millions de dollars qu'on appelle le PEDIC, Programme de développement intégré de la cacaoculture, qui va également... Le programme FIP concerne l'intérieur des forêts classées de Côte d'Ivoire. Le programme PEDIC concerne les populations riveraines autour des forêts classées de Côte d'Ivoire. Et donc, vous avez au total 450 millions de dollars pour tout ramener à une seule monnaie, aujourd'hui, qui vont partir sur la Côte d'Ivoire justement pour créer les conditions de la durabilité. Ça, je voulais dire que c'est acté, mais c'est pas encore effectif. On n'a pas encaissé. C'est ça que la question. Ça reste Non, chimérique. ça reste- Non, voilà, on n'a pas encore encaissé ces sommes. Chimérique, tout ça. à partir Ces chiffres du moment- astronomiques là. Non, à Oui, partir ça du a été moment- annoncé, mais ces sommes n'ont pas Mais été il faut décaissées. les- Ça il faut reste les- complètement de la chimère. Des mécanismes. Regardez Oui, les dates, je peut-être vous remercie. Regardez les dates à laquelle ça a été voté. Regardez ce qu'on appelle les clauses de sauvegarde environnementale et sociale qui sont mises en place. Le plus important, c'est que le FIP2, la Banque mondiale vient de le signer. Le PEDIC est également en cours. Donc automatiquement, vous avez ces financements qui se mettent en place sur la Côte d'Ivoire. J'entends ce que vous dites, mais sur d'autres questions qu'on traite ici régulièrement, on attend encore des financements, des promesses, des COP précédentes. Non, mais je veux dire, on attend, on a des sommes qu'on nous annonce, on a des photos de famille, tout le monde s'applaudit, se serre la main, et puis un an, des années après, Et c'est il n'y a là- rien. C'est là où vous avez une différence entre, vous vous rappelez, en 2009 à Copenhague, on avait dit on va allouer aux États en voie de développement, aux pays en voie de développement, on va allouer 100 milliards de dollars d'ici 2020, chaque année, pour aider à l'atténuation et à l'adaptation au changement climatique. On n'a même pas dépassé les 87 milliards de dollars pour l'instant, sur une seule année. Oui. Mais donc c'est pour ça que le plus important, c'est il ne faut pas se tromper sur ce que l'on va indexer. Il ne faut pas indexer les Européens comme vous le faisiez tout à l'heure, parce que j'insiste sur le fait que vous avez une réglementation américaine qui va produire exactement le même effet sur le marché américain. Le plus important aujourd'hui, c'est de se poser la question suivante. Est-ce que vous pensez que 1000 francs CFA du kilo, ça suffit aux planteurs pour garantir ces conditions de vie ? Monsieur Soro, il vous pose la question, Soro, il prend ma place, mais il vous pose la question directement. Vous me posez la question, non. Oui. Ça suffit pas. Ça Et suffit c'est pas. ça la vérité absolue. D'où le DRD, le paiement. Mais même au-delà de tout ça, le vrai problème, le seul vrai sujet sur lequel on doit indexer l'histoire économique de ce pays, c'est lorsque nous avons accepté les plans d'ajustement structurel. C'est lorsque nous avons été condamnés à accepter le démantèlement de la SATMACI. D'accord ? Mais vous voyez- Petite parenthèse, s'il n'y avait pas eu la grande sécheresse de 1984 à 1987 en Côte d'Ivoire, pensez-vous que la Côte d'Ivoire aurait perdu son pouvoir de négociation sur le cacao dans le marché ? Est-ce que vous vous rendez compte que c'est une crise environnementale qui nous a affaiblis, justement avec nos enjeux de dégradation de l'environnement, et qui nous a mis dos au mur à accepter des choses que nous n'aurions Mais pas dû accepter? vous l'avez dit juste aujourd'hui. avant cette crise environnementale, on est conscient des effets du danger qui nous guette. Il y a eu, ce que vous dites d'abord, une intervention, là encore, d'une institution, peut-être pas Absolument, européenne, mais oui. occidentale, Oui, mais on qui, est sous complètement couvert d'accord. de nous aider
à mieux gérer notre économie, nous a enfoncés. Donc, Absolument. c'est vrai Parce que quand les propos c'est viennent de toujours- l'extérieur, c'est il y a des toujours craintes. cette même histoire, c'est quand on vous dit ne vous inquiétez pas, démantelez la SATMACI, démantelez la Kestab, abandonnez tout ça, le marché, la main invisible du marché va réguler avec ses bienfaits généreux. Or aujourd'hui, des années plus tard, on s'est bien rendu compte, et les acteurs de la Banque mondiale le reconnaissent eux-mêmes, que ça ne se fonctionne pas. Donc la seule stratégie qu'il reste justement, c'est de mettre en place des réglementations, qu'elles soient européennes, qu'elles soient ivoiriennes, qu'elles soient américaines, qui nous permettent justement de corriger le plus vite possible avant qu'il ne soit trop tard, ce qu'on n'a pas été capable de faire pendant les 50 dernières années. Alors, je ne veux pas rendre tout ça, je veux pas que tout ait un aspect géopolitique, Absolument. mais les États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts en priorité, même si on nous parle de la grande amitié entre nos États, il y en a certainement. Mais donc on se dit finalement aussi, quel est l'intérêt pour l'Union européenne, au-delà de l'aspect écologique qu'ils nous disent, quel est l'intérêt de cette extraterritorialité de ces textes, parce qu'au fond, on peut s'occuper nous-mêmes de nos affaires. Ils peuvent avoir des mesures importantes pour les entreprises européennes et les produits. Quand on échangeait, vous m'avez parlé d'un exemple précis. J'aimerais que vous le citiez. D'accord. Un produit qui fait subir une grosse déforestation à la planète entière, mais qui n'a pas été dans la liste des produits visés par ce texte. Naturellement, moi j'ai été en fait surpris dans la liste des produits qu'on n'ait pas cité la banane dessert. La banane dessert est quand même aussi consommatrice. C'est la banane douce. de terre. Oui, la banane douce, Voilà. consommatrice de terre. Surtout tous les pays de la Réunion, de la Guadeloupe. Les dom-toms. Le dom-tom est venant aussi, on est bien de la Côte d'Ivoire, du Cameroun. Oui, oui, oui. Et malheureusement, ou alors heureusement, je constate que en fait, la banane ne fait pas partie. C'est Pourtant, parce que vous faites face au premier wagon. Aujourd'hui, vous n'avez que 6 produits qui sont... Oui, mais et après, ça va augmenter. Excusez-moi. je suis d'accord que ça augmente. Que nous avons. Mais c'est-à-dire, lorsqu'on s'attaque d'abord au cacao, moi je regarde un peu la configuration des producteurs de cacao. Et quand je regarde la configuration des producteurs de bananes douces dans nos pays, c'est les entreprises occidentales qui sont en fait les propriétaires de ces grandes Attendez, plantations. pourquoi ce soit clair pour les Donc, gens? je pense que... Vous voulez dire que la banane cause autant de dégâts parce que, excusez-moi, on a les chiffres. Les produits concernés, c'est le soja, l'huile de palme, le cacao, le café, l'élevage, le caoutchouc, la fibre de bois. Tout à fait. Le cacao Le représente caoutchouc que... n'en fait pas partie. Comment? Le caoutchouc n'en fait pas partie. Non, ça Pas a été encore. introduit. Oui, C'est on nous a dit encore- l'EVA. Oui, mais L'EVA. pas encore. Le caoutchouc. D'accord. Ça va Mais rentrer dedans, mais pas encore. on nous parle du cacao qui représente 2,3% des pertes du couvert végétal. Ça paraît peu. On prend l'élevage, c'est 45%. Pourquoi décider d'appliquer ce texte à un produit qui n'est même pas occidental ou européen à d'autres pays, alors que la banane, comme il a donné comme exemple, ça concerne le territoire européen, ça concerne un grand business, ça concerne les structures européennes. Pourquoi ils vont attendre la deuxième vague alors qu'ils ont des meilleurs moyens que nous? Pourquoi attendre une deuxième vague et pas le mettre immédiatement? Vous avez vu autre chose qu'une entreprise occidentale parmi les grands acheteurs de cacao? Donc, ce sont d'abord et avant tout, qui est le premier? Vous savez, la plus grande difficulté d'application de ces lois, c'est pas le planteur qui va devoir la mettre en place. La plus grande difficulté, ce sont les entreprises qui vont devoir garantir la traçabilité de ce produit. Donc, on n'est pas en train d'indexer un planteur, on est en train d'obliger des entreprises à avoir un certain comportement dans leurs propres achats. Mais maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est quand vous le regardez du prisme national, comme on le fait en Côte d'Ivoire, on va regarder la surface de nos propres territoires. Maintenant, quand vous le regardez du prisme européen et quand vous le regardez du prisme des États-Unis, parce que vous avez encore une loi qui va vous tomber dessus, j'insiste aussi sur ça parce que c'est tout notre marché qui va être concerné. Ce que eux vont regarder, c'est le volume de la déforestation que ça représente dans leurs propres achats. Le problème, c'est que vous avez en ce moment un ensemble de réglementations qui se mettent en place en Europe et qui ont pour obligation de corriger le comportement des entreprises européennes. Et après, la deuxième chose qui va se passer, c'est que lorsque des produits vont rentrer sur le territoire européen, il ne faut pas que vous ayez un déficit de compétitivité. Et donc, c'est un équilibrage qui se met en place au niveau des frontières de l'Europe. Maintenant, la problématique que nous avons, c'est que de plus en plus de lois se mettent en place avec des caractères extraterritoriaux.
On a des obligations de publier des informations de transparence qui ne devraient pas nous concerner. Mais nous sommes obligés de le faire parce que nous visons un marché de destination. Messieurs, on va devoir passer à la dernière partie parce qu'effectivement, il nous reste un petit quart d'heure, même moins, pour parler des solutions. On va essayer d'avoir un peu d'espoir et puis entendre les plaidoyers peut-être des producteurs. Alors, que pensent les Ivoiriens de ce sujet? Élément de réponse au micro de Saka Koné. Cette loi qui est envisagée, à mon avis, il y a un double aspect. Un aspect positif, qui est donc d'amener les uns et les autres à ne plus détruire de la nature, parce que nous vivons de la nature. Et ça, je pense que dans un premier temps, on pourrait donc saluer cette mesure à venir. Mais également, il faut en même temps que ces pays-là encouragent et aident nos pays à s'industrialiser. Je pense que ces pays-là devaient nous aider à nous industrialiser parce que quand vous regardez, la plupart de ces produits agricoles sont vendus à l'extérieur pour alimenter les industries occidentales. Alors donc je pense qu'on devait nous aider, nous, à nous industrialiser, à nous aider au niveau donc de la technologie, de l'innovation technologique, de sorte que nous puissions, au lieu de nous tourner tous vers l'agriculture, que nous puissions nous tourner vers d'autres créneaux tels que la technologie, l'innovation, qui puissent donc nous permettre de préserver donc la nature, de préserver notre belle terre. Mais on ne peut pas faire l'omelette sans casser les œufs. Nos économies sont essentiellement posées sur l'agriculture. Alors on est obligé, on ne fait pas la déforestation pour faire la déforestation, mais pour cultiver, pour nous nourrir, pour nous maintenir en vie, pour assurer notre développement aussi, autrement. Donc on ne peut pas, ce n'est pas une bonne loi, même si la loi peut-être, il ne faut pas faire la loi, il faut réglementer. Mais si on interdit les produits, bon, de toute façon, je pense que c'est une loi européenne. Mais nous allons toujours trouver les moyens de vendre nos produits parce que il y va des survies de nos nations. La déforestation, comme on l'a dit, puisque la nature doit respirer, tous ces bois sont importants. Donc le monde entier a besoin de cette forêt-là. Donc ce n'est pas une bonne chose. Mais j'ai appris qu'on pouvait avoir des pieds de cacaoyers qui peuvent être adaptés aux arbres. Voilà. Donc je pense que si on vulgarise ça, si on fait ça dans tout le pays, voilà, ça pourra régler le problème de la déforestation. Sinon la déforestation, c'est une mauvaise chose. Voilà, puisque voilà, aujourd'hui on est à l'étape de l'industrialisation, il y a beaucoup de déchets dans l'air. Il faut vraiment ces arbres-là pour absorber le CO2. Parce que le café-cacao revient d'abord déjà de la pollution de la forestation. Il faut la forêt pour produire du café et le cacao. Aujourd'hui, si l'Union européenne adopte une loi sur la déforestation, dis-toi que l'économie de la Côte d'Ivoire risque de baisser. Alors, bon, nos compatriotes nous donnent déjà des débuts de solutions, ils font leur constat. Et j'aimerais, faute de temps, qu'on s'attarde vraiment sur des propositions, qu'on revienne sur mes acquis, parce que visiblement, il y en a en interne, et puis aussi sur ce qu'on peut améliorer. Vous voulez revenir sur la recherche, qui est pour vous une piste qui n'est pas assez explorée. La recherche africaine et locale. C'est ça. Je pense qu'en fait, les solutions dans le cadre du respect des normes, il y a nécessité que nous engagions la recherche. Parce que sans recherche, on ne peut pas trouver les meilleures solutions. Et c'est pour ça que dans nos recherches, nous avons pensé qu'en fait, dans le cas de la cacaoculture, il faut tenir compte de deux aspects. D'abord, trouver des variétés performantes. Je pense qu'avec le cacao Mercedes du CNRA, c'est déjà une approche. Et aussi changer nos méthodes de production. Aujourd'hui, on parle principalement de l'utilisation des engrais biologiques. Et je pense que c'est une approche. Et nous-mêmes, nous avons pu quand même mettre au point un engrais biologique qu'on a breveté. Oui. Et qui permet effectivement de produire sur de faibles superficies un grand rendement. Donc je pense que par rapport à ça, ceci est très important. C'est une approche de la recherche. Mais en même temps,
il faut définir de nouveaux systèmes agraires. C'est très important pour permettre effectivement une production résiliente de nos productions. C'est très important. La recherche a un aspect, effectivement, c'est important. Il y a aussi revenir peut-être sur les solutions nationales, dont 2 questions. On a à la fois le président de la République, Alassane Ouattara, et la première dame, Dominique Ouattara, qui ont eu des sorties récemment sur ces questions, qui ont été quand même assez intransigeants. Par rapport au travail des enfants, pour aller dans le sens de vos propos, Madame Dominique Ouattara a été sans équivoque en affirmant que toute sanction de l'Union européenne contre le cacao ivoirien impactera directement la situation économique des paysans et leurs familles. C'est ce que nous dit depuis tout à l'heure. Et à quoi j'ajoute aussi, peut-être que ça a échappé à certains, lors du dernier sommet UE-UA, c'est le chef de l'État qui est monté au créneau, si j'ose dire, et un peu agacé par la situation, il a dit qu'effectivement, si les Européens ne veulent plus acheter le cacao ivoirien, on le vendra à d'autres pays. C'est une piste aussi, ça, d'aller ailleurs. Absolument. Et de rappeler que ça a un impact... Absolument, je pense qu'il est temps de diversifier nos partenariats, parce que tout ce que l'Union européenne est en train de faire, moi je pense que c'est de la diversion. C'est de la diversion parce qu'ils ne veulent pas respecter leurs engagements vis-à-vis des producteurs ivoiriens. Et donc, voyez-vous que la coïncidence entre la volonté de mettre en place cette loi et disons, l'acharnement des pays producteurs à faire appliquer le DRD, la coïncidence est quand même gênante. Et puis, au plan multilatéral, moi, comme proposition, comme solution, je proposerais qu'au plan multilatéral, les pays producteurs, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, le Ghana, doivent se mettre ensemble et ajouter le Nigeria et le Ghana. Parce que je sais que l'Union européenne est aujourd'hui en pleine manœuvre pour pouvoir intégrer et pour pouvoir s'allier au Nigeria et au Cameroun. Mais je pense que ça doit être voué à l'échec, puisqu'aujourd'hui, il y a une sorte d'OPEP du cacao qui est en train de se constituer et qui va intégrer le Ghana et le Nigeria. Par ailleurs, la Côte d'Ivoire a déjà fait des efforts considérables. La première dame a mis en place au plan institutionnel, une organisation qui aujourd'hui n'a que pour travail de lutter contre le travail des enfants. Je vous ai dit qu'il y a des antennes régionales aujourd'hui de la police contre la lutte contre le travail des enfants qui est installée dans au moins 6 antennes régionales qui sont au niveau du pays. Tout ça à l'actif de la première dame. Il y a aussi l'arsenal judiciaire qui a été renforcé. Aujourd'hui, les peines privatives ont été corsées. Donc, je dis, la Côte d'Ivoire a quand même fait d'énormes efforts et je ne comprends pas pourquoi c'est ce moment qui est choisi au moment où tout l'environnement institutionnel est déblayé et qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire peut régler son problème à l'intérieur, que l'Union européenne de Bruxelles, de Strasbourg, j'allais dire, annonce qu'elle va interdire le cacao ivoirien en Europe. Je pense que ce chantage-là, la Côte d'Ivoire doit chercher à diversifier ses partenariats, notamment vers les pays asiatiques, où il y a un fort potentiel de clients. Donc, ça veut dire que, bon, peut-être pas les États-Unis, parce que vous nous dites que finalement, les décisions qu'ils ont prises sont les mêmes, mais à l'écouter, c'est ça en fait. On se dit, effectivement, peut-être qu'il y a eu des dérives, notamment à cause de la situation qu'a vécu le pays. Quand vous parliez des exploits des forêts classées ou préservées, l'abus est venu d'une situation particulière, sociopolitique qu'a connu le pays. C'était pas un réflexe naturel. Oui, c'est lié à une crise. En réaction à la crise socio-économique. Mais alors justement, juste pour préciser ma question, les efforts, comme il dit, ont été fournis. On aurait pu s'attendre à, on va dire, une réglementation qui encourage et qui salue. Là, on a l'impression qu'on vient sanctionner le meilleur élève Cette réglementation n'est pas faite pour la Côte d'Ivoire. C'est ça qu'il faut véritablement comprendre. Mais les conséquences en Côte d'Ivoire, c'est comme si... Non, les conséquences en Côte d'Ivoire ne concernent que les personnes qui vous vendent du cacao qui est issu d'une exploitation abusive de travailleurs ou d'une exploitation abusive de l'environnement. Mais on a des lois internes. On n'a pas besoin des lois extérieures. Nous avons des lois internes. Mais la problématique, c'est laquelle? C'est que regardez le véritable... Enfin, je ne sais pas, regardez nos forêts classées. Vous voulez dire quoi d'autre? Ça va s'arrêter là. Maintenant, la vérité, c'est quoi? Parce que la véritable diversion, c'est de ne pas comprendre l'intérêt de cette réglementation et de savoir en faire une force pour la Côte d'Ivoire. Vous avez dit quoi tout à l'heure? Je vous disais, moi, le cacao est un arbre qui pousse à l'ombre des grands arbres, que l'on fait pousser en plein soleil.
Il faut composer des agro-écosystèmes forestiers. Agroforesterie, oui, j'ai vu ça quelque part. Travailler complètement la manière dont nous faisons le cacao. Il faut arrêter d'appliquer des pesticides et des engrais chimiques de synthèse qui détruisent la vie animale. Il faut continuer à travailler sur la production d'engrais biologiques, de pesticides biologiques. Ça, c'est les conditions de production environnementale. Deuxièmement, il faut s'assurer que les conditions de production de cacao respectent les intérêts des êtres humains. Et non seulement on a les enjeux de la dont les revenus, mais avant tout les revenus des planteurs. Oui. Et si vous augmentez la qualité de votre cacao et si vous réduisez le nombre d'intermédiaires dans la filière, où va aller l'argent ? Le premier véritable intermédiaire entre l'exportateur, l'acheteur et le planteur, ça devrait être la coopérative. Est-ce que nos coopératives en Côte d'Ivoire, après toutes les réformes que nous avons faites, est-ce que nous avons réussi à en faire des instruments économiques puissants ? Il va répondre. Attendez, on a un président de coopérative que j'ai... La diversion, c'est de vouloir dramatiser un épiphénomène. Qu'est-ce qu'est l'épiphénomène ? Non, mais la diversion, c'est de vouloir faire croire que... Mais qu'est-ce qu'il y a un diversion ? Monsieur, non, attendez. Mais attendez. La question est vraiment... Voilà, qu'est-ce qui se précise ? Qu'est-ce qui est l'épiphénomène ? Non, Bakayoko, c'est quoi l'épiphénomène ? C'est la déforestation ? L'épiphénomène, c'est de vouloir dramatiser l'agression outrageuse contre les forêts et les forêts classées. Vous pensez que c'est un épiphénomène ? 14 millions. Non, c'est marginal par rapport à la législation qui est là. Alors, attendez, non. C'est marginal pour pouvoir remettre en cause l'existence de Écoutez la recherche ivoirienne. Écoutez la recherche ivoirienne. Je vous arrête. Le cacao, je vous enlève 40% des exportations ivoiriennes. C'est ce que vous voulez me remettre en cause. Nous disons non. Non, pas du tout. Nous disons non. Non. Alors, donnez-moi des chiffres clairs. Les conditions de production, les conditions environnementales et les conditions humaines de production. Pourquoi voulez-vous globaliser ? Mais on globalise pas. Moi, je pense qu'il faut... Allez-y. Alors, attends, laissez-le répondre aussi, si vous voulez. La réduction de nos forêts est une réalité. Je parle de forêts classées. J'arrive. Il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça. Nous sommes aujourd'hui, comme je le dis, ramenés à 2 millions de forêts. Mais il faut dire qu'en fait, les forêts constituent un patrimoine universel de nos jours. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un patrimoine de la Côte d'Ivoire. Donc, toutes les forêts, vous avez vu là, au niveau de choses du Canada, à Montréal, la RDC s'est opposée à la dernière décision parce qu'effectivement, la biodiversité, ces forêts sont en fait aussi agressées. Mais il fallait prendre une décision qui en fait globalise. Donc, c'est une universalité de la gestion des forêts. Maintenant, quand il s'agit de notre cas particulier en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, comme je le dis, nous avons effectivement des solutions de la recherche. Nous avons énormément d'arsenaux qui nous permettent de solutionner ce problème. Pour moi, il n'y a vraiment pas de feu à la demeure. Personnellement, en ce qui me concerne. Parce Même que au niveau de la déforestation, il n'y a pas le feu à la demeure ? Non, je vais dire que les solutions pour... En fait, il y a l'agroforesterie. Voilà. Qui est une solution. Oui, mais interne encore. C'est une solution déjà locale. Parce que j'ai vu que, j'ai lu quelque part qu'effectivement, on avait décidé, le Conseil Café Cacao, pour le coup, a lancé un vaste programme de distribution de 60 millions de plants d'arbres. Et en lieu et place d'une destruction massive des plantations de cacao dans les forêts et réserves, on parle d'un système d'agroforesterie, ce que vous avez dit. Exactement. Donc ça veut dire qu'en fait, je réinsiste, et après, un dernier mot pour chacun. Il y a on a un pays, je ne dirais certainement pas exemplaire, mais on est vraiment, on a l'impression qu'on est meilleur que nos autres pays, et sans les accuser, et qu'on a l'impression qu'on reçoit un coup de massue, alors que beaucoup d'efforts ont été fournis. La Côte d'Ivoire a pris en main le travail des enfants. Lorsque les États-Unis ont menacé de fermer l'importation de cacao, si jamais nous ne réglions pas le problème les pires formes de travail des enfants, pas le problème de travail des enfants. Après, le vrai problème du planteur, il reçoit sa récolte, il fait sa récolte en septembre. Est-ce qu'il a déjà reçu ses revenus pour envoyer l'enfant à l'école ? Est-ce qu'il y a une école ? Est-ce qu'il y a une route à l'école ? Est-ce qu'il y a un professeur ? Ça, ce sont d'autres sujets. Donc, le vrai sujet, c'est quoi ? C'est que de toute façon, même si au pire des cas, on devait considérer cela comme une agression, le véritable sujet, c'est comment, au contraire, en faisons-nous une force pour revenir sur le marché et identifier exactement les solutions qu'on peut mettre en place. L'agroforesterie, je vous dis, regardez les plantations de cacao selon où elles se trouvent en Côte d'Ivoire, allez à la frontière du Ghana, vous verrez que le modèle agroforestier, qui est le plus ancien, a toujours existé. Donc le Conseil Café Cacao, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui ? Quand il réintègre justement des plans forestiers, il augmente les revenus des planteurs. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un planteur qui vend essentiellement du cacao, très bien, mais si vous mettez du bois d'œuvre à l'intérieur, la Côte d'Ivoire a besoin de 30 millions de mètres cubes de bois énergie chaque année. Elle a besoin de 3 millions de mètres cubes de bois d'œuvre. Nous ne les avons plus.
Les périmètres d'exploitation forestière de Côte d'Ivoire sont exempts. La Côte d'Ivoire était le 5e producteur mondial africain de bois. Aujourd'hui, on représente quoi? Une goutte dans l'océan. Sur le sujet forestier. Et maintenant, le dernier et le véritable sujet, c'est lequel? C'est comment faisons-nous pour améliorer les conditions de production et les conditions de revenus des planteurs. Je veux donner le mot de la fin. Pour le revenu, oui. Il faut que... Monsieur, on doit conclure, s'il vous plaît. Oui, mais il faut que nous allons plutôt vers fini. La transformation. On a compris la recherche. Voilà. Monsieur Soro n'a pas parlé. Il est le premier concerné. Un mot de la fin et je ne fais plus de tour de table, mes excuses. Merci beaucoup, madame. Je pense qu'on va dérouler toute la littérature sur les questions de l'environnement, sur tout ce qui est loi interne et externe. Mais tant que le producteur, l'exploitant agricole n'est pas suffisamment mis au cœur de ces différentes décisions, nous allons faire 1000 plateaux. Il a dit Abana. Ça ne va pas marcher. Ce que nous disons ici, je me demande, il y a combien de producteurs qui ont participé à ces genres de colloques et d'ateliers, de sorte qu'ils puissent venir encore relayer l'information sur le terrain. Il y a d'abord ça. Il faut que les gens comprennent que le paradigme a changé. On a aujourd'hui des agriculteurs capables de pouvoir participer à des travaux et de venir restituer. La deuxième chose, il faut travailler, quelle que soit l'idée, quelle que soit la vision, à mettre le revenu du producteur au cœur de la stratégie. À partir de ce moment, si lui-même, il sait que il contribue à, la solution contribue à améliorer ses conditions de vie, mais il participe. Vous avez évoqué la question du planting d'arbres. Mais 60 millions d'arbres, déjà sur les 60 millions d'arbres, il y a 3,5 millions qui sont déjà plantés. Mais il y a certaines exploitations où on compte les arbres au niveau de votre plantation et vont vous payer de l'argent pour ça. Donc le producteur, il est encouragé à faire la leçon. Mais il faut qu'on soit d'accord, il faut renforcer les sociétés coopératives, il faut éliminer les intermédiaires et faire en sorte que nous, on puisse raccourcir les chaînes de valeur. Allez, ça sera le mot de la fin, Amen. messieurs. Merci infiniment pour tous vos éléments de réponse. Merci aux équipes qui ont pris part à la préparation de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis à la réalisation. Harlem Poka, bonne suite de programme sur RTI 1. Merci.